Pistonner le mag, les pistonnés du mercredi, le rendez-vous historique, le rendez-vous des passionnés de Formule 1 et de sport automobile, plus largement, avec Hamza Ramani, avec Brice Germain, pour un dossier brûlant aujourd'hui. Comment ça va les gars ? Ça va, j'ai hâte de l'entendre lui là. Pourquoi ? Je sais pas, tu m'as... Oh, t'as regardé le débrief lundi, c'est pour ça aussi. Je l'ai regardé, oui. Accessoirement, ouais. Avec une sacrée vue, ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un bon teasing. Concernant le sujet Alpine qui va nous intéresser aujourd'hui, je sais qu'Hamza a beaucoup de choses à nous dire. Très rapidement, on va faire un peu le sommaire. Brice aussi, je crois. Non mais oui, même moi. Hein. Ah non, mais là, tu t'es quand même pas mal mouillé. non mais on va faire un petit sommaire quand même rapidement pour expliquer aux gens qui nous regardent comment on va décomposer cette vidéo. On va revenir sur le divorce, bien sûr, sur ce qui s'est passé à Monaco. Sur ce qui s'est passé à Monaco, pas tout de suite les gars, on va attendre un petit peu le tableau et on va garder un petit peu le suspense. On va revenir sur le divorce Ocon Alpine, vous l'avez vu, ce qui s'est passé à Monaco, les possibilités pour Alpine, le projet sportif d'Alpine qu'on va aussi également interroger avec peut-être une grande arrivée notamment dans le board de l'écurie française. Mais avant ça, vous le savez, on a un sponsor, il s'appelle Winamax, il nous soutient depuis maintenant quelques années. Et eh bien, si vous souhaitez parier sur la Formule 1, notre producteur Thomas Dufan vous explique comment le faire pour être dans la légalité et ne pas faire de bêtises. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà pour les instructions de Thomas Dufan et on vous rappelle que vous pouvez parier que si vous êtes bien sûr un majeur. On vous rappelle qu'il faut parier aussi également dans la limite de ces moyens. Merci beaucoup et que comme d'habitude vous connaissez la fameuse adage sur l'ascenseur social. C'est pas Winamax qui va régler la solution. On arrête de parler politique, on revient surtout à la Formule 1, c'est le plus important. Grand débat Alpine, je l'ai dit. Il y aura aussi une interview avec Victor Martins qui peut être l'un des candidats à la succession d'Esteban Ocon. On perd pas de temps, on lance tout de suite le débat. Le divorce Ocon-Alpine, il est effectif depuis la semaine dernière et on va revenir justement sur les raisons de ce divorce, essayer de comprendre justement ce qu'il s'est passé entre le pilote français et l'écurie Alpine. Il y a eu Monaco, la colère notamment de Bruno Famin, les menaces aussi également du directeur sportif en tout cas de l'écurie Alpine. Après Monaco, on en a parlé, on l'a suivi, le Ocon bashing et le silence d'Alpine qui n'est pas venu au secours de son pilote, on en parlait lundi. L'officialisation de la séparation, c'était lundi dernier, il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Alpine, on l'a appris par l'intermédiaire de Frédéric Ferret de l'équipe qui voulait suspendre Esteban Ocon pour le Grand Prix du Canada, ce qui est juridiquement impossible. Pourquoi ils se séparent ? Ça, c'est une des grandes questions aussi. Pourquoi, depuis 15 jours maintenant, ce dossier est devenu aussi brûlant ? Et qui est le plus perdant dans cette affaire ? On a envie de répondre à toutes ces questions, les gars. Je vous laisse commencer. Donnons la parole à Hamza. Déjà, pourquoi se sépare-t-il Qui est à l'origine de la séparation ? Ça me fait marrer, moi, la réécriture de l'histoire, parce que nous trois, et nous ne sommes pas dans le Formula One Circus, nous ne sommes pas au cœur, dans le paddock, nous n'y sommes même jamais, depuis maintenant plusieurs mois. Donc, comme si on avait une rétrogradation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si nous, depuis le début de saison, il est arrivé à nos oreilles qu'Esteban Ocon cherchait à quitter Alpine dès le début de la saison, on le savait, à la fin de la saison. Si nous, depuis le début de la saison, nous savions qu'Esteban Ocon toquait, c'est pas très joli, chez plusieurs portes, notamment Mercedes. Rappelez-vous, lui-même publiquement, en tout début de saison, à l'annonce du départ de Lewis Hamilton, je me souviens, c'est Canal qui lui pose la question. On lui pose la question et Mercedes. Et lui, tout de suite, il dit mais moi, je suis encore un pilote junior Mercedes. Ce qui peut paraître un peu surprenant pour Esteban Ocon, qui a 7-8 années d'expérience aujourd'hui en Formule 1. Ça fait 5 ans qu'il a pas mis une casquette Mercedes. Voilà. Donc, nous, tout le monde le savait. Depuis le début de saison, Ocon cherche à quitter. Alors maintenant, la réécriture de l'histoire fait que Alpine va te dire nos chemins se séparent, il vaut mieux pour tout le monde. Non, c'est Esteban Ocon qui, depuis le début de saison, cherche à quitter Alpine. Ce qui c'est, moi en tout cas, ma lecture, c'est que la situation intenable liée à ce qui s'est produit à Monaco, ce qui s'est passé en piste à Monaco, mais derrière la polémique, encore une fois, je le redis, elle survient des propos de Bruno Famin, sinon ça reste une affaire
entre guillemets interne avec des commentaires à droite à gauche, mais comme on a déjà eu des accrochages entre pilotes dans l'histoire de la Formule 1 et sur ces 5 dernières années, bref. Ce sont les commentaires de Bruno Famin qui ont mis le feu pendant 2 semaines à la maison Alpine, avec notamment le malheureux Esteban Ocon. Et tu te retrouves dans une situation où ce qui s'est passé, j'ai l'impression, a accéléré cette discussion entre Alpine et Ocon pour dire ok, on va officialiser la séparation dès maintenant, comme ça clarifie la situation, ça va peut-être assainir l'ambiance, je sais pas encore quel était le but recherché, mais voilà, comme ça tout le monde sait officiellement, et puis après on passe à autre chose. Nous on va officiellement rechercher un autre pilote et Esteban va officiellement rechercher un autre bateau. On est bien d'accord que c'était pas prévu avant Monaco, que ce soit annoncé là. Ah oui, l'officialisation pour moi, non. Ocon avait peut-être déjà signé un contrat avant Monaco. Oui, enfin, pareil, on signe pas un contrat en 10 jours. Julien Febvreau dit depuis le début de ce week-end que il y a une annonce qui va arriver ou qui devrait arriver pour Esteban Ocon là sous les 10 jours. Donc d'ici, concrètement, d'ici Barcelone. Bon, mais là, on comprend qu'il a signé ailleurs. Hein. On va pas me faire. Oui, non, mais on c'est ce que je dis, c'est que on va pas me faire croire on va pas me faire croire qu'en l'espace d'une semaine, Esteban Ocon se retrouve désarçonné par cette non-prolongation, se retrouve à la porte de la Formule 1 et doit en une semaine trouver un baquet. Bien sûr que non, on est d'accord qu'Alpine a juste voulu montrer qu'ils avaient de la poigne alors qu'ils avaient une situation. Merci mon cher ami, mais tu sais, Hamza il est pareil. Hein. Il faut un petit peu égalitaire. Je le ferai, t'inquiète. Merci bien. On a un peu marre, c'est le favoritisme. On est d'accord que Alpine profite du fait qu'il savait qu'Esteban Ocon allait partir pour accentuer sur une espèce de mainmise et d'autorité sur ses pilotes en disant regardez, ça nous a pas plu. En plus, Esteban veut partir, et bah du coup, qu'il s'en aille. Donc on ne le prolonge pas. Profite d'une situation dans laquelle ils étaient à la base pas maîtres. Parce que je pense que le choix, il vient d'Esteban Ocon après le fait d'avoir tapé le plafond de verre en 2021, d'avoir gagné, d'avoir connu ça et de sentir que l'écurie ne va pas dans le bon sens sur certains aspects, de sentir que les cycles qu'on lui a promis se renouvellent constamment sans pour autant qu'il y ait de progression sportive, et que à ce moment-là, quand Esteban Ocon cherche une porte de sortie, surtout à l'approche de 2026 où justement il va falloir être bien placé, parce qu'au final c'est souvent ceux qui se placent le mieux qui derrière récoltent les fruits d'une monoplace bien née, et ben je pense qu'on l'a mal pris chez Alpine et qu'on a décidé d'essayer de faire un exercice de communication qui est raté, ou en tout cas qui, excusez-moi si vous trouvez que c'est un petit peu hautain, mais qui aveugle les naïfs. Alors peut-être qu'est-ce qui est réussi depuis 2 semaines chez Alpine. Peut-être que je suis naïf. L'exécution de Canada. Les gars, je suis peut-être naïf, mais il y a quelque chose qui me dérange dans votre discours. On en a déjà parlé sur Twitter la semaine dernière. Je vous rejoins complètement sur le bashing, le manque de soutien d'Alpine. Le fait de faire de l'autoritarisme alors que tu n'as aucune autorité et de profiter de soi-disant remettre l'église au centre du village, t'as entièrement raison, etc. Dans ton discours, Hamza, tu nous dis, le pauvre Esteban Ocon, et après vous mettez le qualificatif que vous voulez, mais avant Bruno Famin, plutôt quelque chose de très négatif. Je souhaite à aucun pilote de subir ce qu'a subi Esteban Ocon avec le harcèlement pendant 2 semaines sur les réseaux, etc. D'accord, et de ne pas être protégé par ta structure et ton employeur. Je viens de dire que je te rejoignais. Je viens de dire que je te rejoignais. C'est le droit de dire le mais le pauvre Esteban Ocon qui fait une erreur, excusez-moi, grave quand même à Monaco, même s'il y a l'instinct du pilote, vous l'avez expliqué. Une erreur du Vous l'avez expliqué, vous l'avez très bien expliqué, mais qui peut coûter très très cher à la fin de la saison à l'écurie Alpine. Esteban Ocon, qui est le numéro 1 de cette écurie, qui signe ailleurs avant, qui vraisemblablement aurait signé un contrat ailleurs. Ton employeur a le droit de se vexer, tu vois. Je ne sais pas on n'est pas dans le secret des dieux, mais moi j'aimerais qu'on équilibre un petit peu tout ça. Il n'y a pas d'un côté le pauvre Esteban Ocon et de l'autre le diable Alpine, même s'il y a énormément de choses négatives à dire sur Alpine. C'est gris, c'est pas noir et blanc, c'est gris, les gars. Mais déjà, quand tu parles de vexation, je ne sais pas si c'est une vexation, mais tu te rends compte, il reste 15 grands prix. Moi, je me vexe quand sur F1 Manager, mon pilote ne prolonge pas. Ou sur Football Manager, le mec, je le fais en réserve. Mais quand tu es dirigeant d'une structure, c'est pour ça peut-être que quand tu es dirigeant, non mais sérieux, quand tu es dirigeant d'une structure aujourd'hui en Formule 1, l'une des 10 écuries de Formule 1, qui est le plus grand sport automobile au monde. Tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions sur des émotions de vexation. Je te rejoins complètement. Elle a pas été prise pour ça. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est l'argument d'Emmanuel. Attention. Moi, je dis clairement que ils ont agi entièrement. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, par vexation, à l'émotion. Mais attention, d'il y a 2 mois, attention à ne pas
Esteban Ocon n'est peut-être pas tout blanc dans cette affaire. Bien sûr. Et moi, ce que j'entends sur ce plateau depuis plusieurs semaines maintenant, c'est le pauvre Esteban Ocon et le diable Alpine. Le pilote équilibrons un petit peu le Esteban Ocon sur le côté harcèlement. Exactement. Et manque ça, de on est d'accord. Je vais pas soutenir le harcèlement. Mais c'est le plus grave. C'est le plus grave. Ton employeur ne te soutient. Mais tu te rends compte de la situation. Je suis d'accord avec toi. Le pauvre Esteban Ocon, le pilote. Je vois que Brice. Le Parce pilote. que là, t'as crié comme jamais. T'as crié dans le l'histoire pilote, du on en pistage. parle. Le pilote, on l'a dit il y a 2 semaines. Brice a parfaitement résumé ce qui s'est passé en piste. C'est une erreur de pilotage. Mais c'est ce qui se passe en piste. Les conséquences, ça peuvent être graves. Dites-le, les gars. Les conséquences, ça peut être grave pour Alpine, quand même. Les conséquences au classement du championnat constructeur, c'est pas le move d'Esteban Ocon à Monaco, c'est la voiture catastrophique et le moteur catastrophique Je suis depuis d'accord des là-dessus. mois. D'accord. Esteban Ocon, parce qu'on va aussi du coup, Esteban Ocon depuis le début de la saison, c'est aussi lui qui porte Alpine, c'est aussi lui qui ramène les points. Il commet une grossière erreur, une grossière erreur de jugement. Appelle ça ce que on l'a dit il y a 2 semaines. Maintenant, ce qui se passe depuis 2 semaines, les déclarations de Bruno Famin derrière les médias français, britanniques, espagnols, les réseaux sociaux. T'as expliqué le fameux podcast canadien. Pénalité pour Esteban, le podcast. J'en parle même pas. On va pas donner. T'as raison. Rappelez-vous que Sargent est américain. Tout ce qui se passe depuis 2 semaines. Et moi, ce qui me choque, si tout ce qui se passe depuis 2 semaines, tu as une communication, un communiqué froid, même un communiqué froid sans émotion d'Alpine qui te dit. Voilà, c'est inacceptable, on soutient notre pilote, rien ne justifie. Ce qui s'est passé en IndyCar avec Théo Pourchaire. Complètement. McLaren qui balance dans les heures un communiqué, on soutient notre pilote, on condamne toute forme de harcèlement, etc. C'est fini. Et là, tu dis, ok, bon, la gestion, tu commences à reprendre la main. T'arrives à une situation où, je crois que c'était le 4 juin, il y a un poste de Alpine. Ils arrivent à Montréal, etc. Youpi, on est tous contents. T'as une photo de Gasly, une photo de Bruno Famin. Je crois que le tweet c'était on est heureux de vous retrouver pour ce Grand Prix. Mais le lendemain, il y a une photo de Ocon. Oui, mais attends, excuse-moi, c'est qui le pilote? Moi, je vais aller sur tous les terrains de communication. Depuis 2 semaines, la communication d'Alpine, elle est désastreuse. Bien sûr qu'elle est désastreuse. Il n'y a pas de soutien envers ton pilote qui est. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux estimer que la victime, c'est Alpine. La victime sportive de ce qui s'est passé à Monaco, c'est Alpine. La victime depuis 2 semaines de ce qui se passe dans le microcosme F1, enfin, pas trop le microcosme, justement, dans l'aspect réseaux sociaux, dans l'aspect médiatique, c'est Esteban Ocon. Et quand je vois que des patrons d'autres écuries prennent la défense publiquement d'un pilote. Hamza, pas toi. Pas toi, Hamza. Mais non, mais ils sont liés, James Walls et Esteban Ocon. Qui te dit même si vraisemblablement ce sera pas le cas. C'est son rôle. Mais attends, Hamza, si tu... Il parle en français à la télévision française, on lui pose la question sur le sujet, il est proche d'Esteban Ocon, il a soutenu Esteban Ocon. Hamza, si tu dragues quelqu'un qui t'explique tous les problèmes qu'il a avec son actuel conjoint, tu vas lui dire t'as raison, t'as raison. Dugarry, c'est normal ça. Dugarry a soutenu Zidane en 98 quand il était critiqué, c'est pareil. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je note une chose, c'est que factuellement et froidement, les directeurs d'écurie d'autres structures ont publiquement soutenu Alpine ou le directeur d'Alpine n'a pas soutenu son pilote. Basta. Non mais ça c'est vrai. Bon, ça s'arrête là. Mais tu sais quoi, de toute façon je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le sujet, que là on fait du verbiage pour des questions de détail. Moi je te dis c'était équilibrer les propos. Alors, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais j'aimerais amener de l'eau à ton moulin, puisque du coup pour le moment Hamza parle juste plus fort. Pardon. Il a des vrais arguments aussi. Excusez-moi. Oui. Non mais ce que je veux ramener c'est que je suis pas d'accord quand tu dis que ce qu'a fait Esteban Ocon justifie en partie le comportement d'Alpine. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais attends, non, mais transforme pas ce que j'ai dit. J'ai dit, les gars, je suis d'accord avec tout le constat avec vous. Sur le harcèlement, c'est pas normal. La communication d'Alpine est désastreuse. Je dis juste, ne tombons pas dans le café du commerce à dire d'un côté il y a un gentil, de l'autre il y a un méchant. C'est ça que je dis. Équilibrons les propos. 2 éléments que je veux amener. Ce qu'a fait Esteban Ocon est devenu un tollé international parce que, pour moi, Alpine a communiqué comme ça. Grosjean, en 2012, il a été la risée des réseaux pendant 2 jours. Derrière, sanction de la FIA, terminée. Bottas, en 2021, a été la risée des réseaux pendant 2 jours. Lance Stroll contre Ricciardo, là, cette année. En fait, il y en a plein des erreurs comme ça. La seule différence, c'est qu'au lieu d'éteindre le feu, ou même à la rigueur de ne pas se préoccuper du feu, Alpine a mis de l'huile dessus. Ça, pour moi, c'est là où est la faute d'Alpine. Bien sûr. Là où est justement le gris entre le noir et le blanc que tu évoques, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas les informations nécessaires pour venir à la rescousse d'Esteban Ocon sur tous les fronts, à savoir notamment celui d'un potentiel jeu politique qui se passe dans l'écurie depuis plusieurs semaines / mois.
Si Alpine a voulu sanctionner politiquement Esteban Ocon de ce qui se passe en interne via un lavage de le linge sale, pardon, c'est dur à dire, en public, ben en fait, nous, on ne voit que l'aspect émergé de l'iceberg, alors qu'en fait, ça se trouve qu'Esteban Ocon fout la misère en interne. On ne le sait pas. Donc effectivement, si on vient à la défense d'Esteban Ocon, on arrive avec une vision partielle qui est celle qu'on veut bien nous montrer. Donc là-dessus, je te rejoins sur effectivement l'aspect gris des choses. En attendant, je trouve quand même que quand Nico Rosberg et Lewis Hamilton s'accrochent au T4 de Barcelone en 2016, Niki Lauda fait une déclaration en disant « c'est la faute de Lewis ». Point. Il dit pas « on va trancher dans le vif ». Il n'arrive pas avec un excès d'autorité. Pourquoi ? Parce que l'autorité de Niki Lauda, elle est connue. Quand Niki Lauda il dit ça, on se dit « ouh là là, ça a dû chauffer en interne ». Quand Bruno Famin fait ça, il arrive avec un exercice d'autoritarisme, pas d'autorité, qui, en fait, est, je trouve, décalé par rapport à tout ce qu'il y a eu avant. Tu peux le dire, voire ridicule. Je vais prendre un parallèle par rapport à Andretti, qui n'a rien à voir, vous allez comprendre pourquoi. Andretti se fait refuser l'accès en F1 par la FOM. Et Gunther Steiner fait une déclaration récemment en expliquant que ce n'est pas pour des arguments sportifs qu'Andretti se fait refouler, c'est parce qu'ils n'ont pas usé des règles pour rejoindre le club, parler avec tout le monde, se manifester, évoquer l'intérêt, ah mais tu fais comme ci, comme ça, être présent sur les paddocks, etc. Non, c'est parce que ils sont arrivés de façon brutale vers le club, en faisant une déclaration publique avant même de parler en interne. Et on connaît l'oligarchie de la Formule 1. Complètement. Là où je compare ça, c'est que Niki Lauda, au moment où il fait cette déclaration-là et où il assoit son autorité, il a un statut dans le paddock qui le rend crédible pour trancher ce genre de choses avec un triple champion du monde et un champion du monde en devenir qui sont dans une situation quand même plus compliquée publiquement que celle d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Publiquement, je parle. Là, Bruno Famin, sur une erreur de premier tour, sur une situation où le sportif est beaucoup plus inquiétant que le relationnel, en tout cas en public, vient rajouter un autre problème à Alpine tout en laissant son pilote dans une sauce incroyable. Et là, en fait, il y a un décalage de brutalité. Et je suis d'accord avec toi. J'aimerais rebondir sur un propos qui m'a... J'ai pas voulu te couper, mais qui m'a... Choqué peut-être pas, mais heurté. Tout à l'heure, tu disais, on ne justifie pas le lynchage public et médiatique par une situation sportive, un accrochage. Mais toi, j'ai l'impression que tu le justifies par le fait que potentiellement, je vais prendre dans ton exemple, on va partir du principe que c'est vrai. Ocon fait la misère chez Alpine. Mais je sais pas. Non mais, potentiellement dans ton exemple, parce que sinon rien ne justifie. Mais même dans ce cas extrême, pour moi ça ne justifie pas. Oui, bien sûr. Jamais il fait la misère, les gars. Tu on est d'accord. Non. Résiliation de c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pour revenir, pour bien comprendre, pour bien me faire comprendre. Je ne veux pas qu'on tombe dans un truc où d'un côté il y a un gentil, de l'autre il y a un méchant, d'autant plus qu'on ne dispose pas de toutes les informations. On peut comprendre, même si je suis d'accord avec toi, tu es directeur d'une écurie, tu ne dois pas réagir à l'émotion, on peut comprendre le ras-le-bol de points potentiellement perdus. C'est d'hypocrisie. Si c'est Gasly à l'inverse, moi, écoute, on ne le saura jamais de toute façon. On ne le saura jamais. Moi, je dis que dans la situation inverse, il n'y a pas cette déclaration. Après, tu prends le Japon l'année dernière, la situation, elle est entre guillemets l'Australie l'année dernière, tu vois. quand Gasly, parce que je me souviens plus, tu disais Ocon, il n'a pas besoin d'accélérer comme un sourd. Encore une fois, moi, je pars du principe que c'est Gasly qui est fautif en Australie. J'ai pas eu de déclaration à l'époque, c'était l'équipe. L'équipe de France, la Normandie. Il y a tout un contexte qu'on ne connaît pas, les gars. Moi, j'ai l'impression qu'Ocon est numéro 1 et qu'il a sans doute signé un contrat dans le dos d'Alpine. Alors, ça c'est déjà arrivé dans la Formule 1 et c'est pas grave. Je peux comprendre que, en fait, il faut. On est journaliste. Encore une fois, moi, entendre l'avis des gens des réseaux sociaux qui prennent parti pour le gentil contre le méchant, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le projet des pistonnés. Les pistonnés, c'est vous donner des faits et chez vous, vous analysez. Et c'est pour ça que, les gars, j'essaye d'équilibrer un petit peu. Dans cette émission, on n'a pas dit que l'erreur d'Esteban Ocon, on l'a expliqué et vous l'avez fait de manière brillante, mais on n'a pas dit que cette erreur pouvait coûter très cher. Je sais qu'on aime beaucoup Esteban Ocon. Je sais qu'on aime beaucoup Esteban Ocon. C'est pas 25 points. À un moment, c'est une situation où t'as un accrochage. T'es à 2 points aujourd'hui de Haas, je te dis une bêtise, t'es à 2 points aujourd'hui de Haas, à la fin, c'est des millions. D'accord, moi je partirais plutôt du principe que la voiture est un tracteur plutôt que rechercher à. Mais c'est une vision globale, c'est une vision globale. Là-dessus, vous avez tous les deux raison. Deuxième chose, tu dis, et t'as raison, et vous avez raison, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Explique-le. Tu ne peux pas balancer ton linge sale en public
Parce qu'on se retrouve, parce que peut-être effectivement que même si je le répète, il l'ont mis dans la le fosse, lynchage public n'est en aucun cas justifiable et ne sera jamais justifié, même s'il se passe des choses graves en interne, tu dois l'expliquer pour pas justement toi en tant que, parce que la communication en termes d'image, Alpine passe pour, comme tu le dis, le méchant. La preuve, c'est qu'Esteban Ocon n'a jamais, par exemple, divulgué le pourquoi du comment il était en froid avec Gasly, par exemple, tu vois. Il l'a pas lavé en public, tu vois. Ça, c'est vrai. Si vous voulez, les gars, je reprends mon rôle de présentateur et je vous laisse débattre tranquillement avec quelques citations pour essayer d'avoir encore un petit peu plus de compréhension. Il y a eu une guerre de communication depuis cette annonce. Esteban Ocon, déjà, au micro de Canal, c'était avant les essais libres 1. Ça fait plusieurs mois qu'on discute avec Alpine et plusieurs équipes aussi. Un grand groupe comme Renault ne prend pas une telle décision sur seulement un incident. On a décidé mutuellement d'arrêter notre collaboration. 5 ans, comme je le disais, ça fait beaucoup d'années et il est temps pour moi d'aller voir d'autres challenges ailleurs. J'ai hâte de voir ce que je pourrais faire dans le futur. Pierre Gasly a répondu, a voulu calmer un petit peu la tempête et en calmant la tempête, il nous a donné une information très importante. Pour moi, c'est important d'être clair, nous dit Pierre Gasly. Je n'ai rien à voir dans les relations actuelles d'Esteban et l'équipe, c'est des événements gérés entre eux, je n'étais pas du tout impliqué sur tout ce qui a pu se passer depuis la semaine dernière, j'ai fait ma vie de mon côté et c'est toujours ennuyant de voir mon nom revenir dans les discussions. Esteban a sa relation avec l'équipe, j'ai ma relation avec l'équipe, on a 2 carrières différentes, on n'est pas frères jumeaux, on fait chacun notre route, chacun notre carrière et je ne suis en rien impliqué dans le fait que l'équipe n'ait pas voulu renouveler avec Esteban. Je suis en dehors de tout ça et je me concentre sur la course de ce week-end. Elle est rigolote. Qui disent que l'équipe n'ait pas voulu renouveler et pas qu'il ne se soit pas mis d'accord. Exactement. Cette citation est rigolote. Et pour terminer, l'excellent podcast F1 Nation. Frédéric Ferret, notre ami de l'équipe, était justement l'invité de F1 Nation. C'était un podcast avec notamment l'excellent Démonil. C'est généralement en pré-course. Et regardez l'avis de Frédéric Ferret sur le sujet. C'est la fin d'un couple avec son lot de mystères qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Peut-être que Esteban a déjà commencé à travailler un peu trop fortement à trouver un nouveau baquet pour 2025. Ça n'a pas plu à Alpine et on peut dire que depuis qu'ils ont installé le duo 100% français, les choses n'ont pas vraiment fonctionné. D'autant plus dans cette situation difficile où les 2 pilotes doivent montrer qu'ils méritent un siège pour l'an prochain sans avoir la voiture pour se battre. Et parfois, il a pu arriver qu'ils surconduisent un peu trop. C'est pour ça qu'ils font des erreurs. Et c'est pour ça, sans doute, ce qu'explique Frédéric Ferret, que ça peut commencer à énerver, irriter du côté de chez Alpine, qui a hérité de choix, on le rappelle, de Laurent Rossi, parce que c'était le choix de Laurent Rossi, ce line-up là, Laurent Rossi n'est plus là. C'est ce qu'on dit depuis le début de saison, hein. On se met à la place des pilotes et c'est pas compliqué, c'est très compliqué, et pas évident d'être à leur place. Ah bah, quand t'as 2 steaks à bouffer, tu peux manger chacun de ton côté, quand il n'y en a plus qu'un, effectivement, tu veux prendre la plus grosse part, quoi. Par contre, ce que je note, moi, c'est que Pierre, Gasly, ramène la couverture à lui. Voilà, il y a son coéquipier qui était harcelé, mais c'est ennuyant pour moi, ça a été difficile, je n'ai rien à voir. Je m'attendais pas à celle-là. Bon, écoute. Non, mais voilà, mais encore une fois, moi, Gasly, il a envie. Gasly a envie aussi de s'inscrire avec Alpine. Après, il y a un minimum d'élégance à avoir. T'es pas obligé de prendre justement ce parti manque d'élégance de ton écurie. Normalement, on n'aurait jamais dû mettre de citation de Gasly dans ce débat. Mais la citation est tellement dingue que tu peux pas te. Oui, non, mais moi, je veux le laisser en dehors de tout ça. Mais effectivement, lui-même, il revient. Donc, après, est-ce que c'est lui qui revient ou est-ce que c'est l'ensemble du monde médiatique et même nous? Parce qu'en fait, là, on le fait pas vraiment, mais au final. La première chose que tu as vu quand Gasly a signé avec Ocon, c'est oh putain, comment est-ce que ça va se passer? Et du coup, quand t'es Alpine, au moment où tu signes Gasly, tu sais que tu t'exposes à ça aussi et que tu t'exposes à ce que le moindre problème revienne à parler de ça. Donc à un moment donné, les pilotes, faut pas qu'ils s'étonnent si on en vient à invoquer cet argument en premier lieu. Parce que tu sais ce que tu fais en termes de communication. D'autant plus que publiquement, mine de rien, jusqu'à Monaco, ça se passait pas trop mal. Enfin, il y a eu 2 petits trucs, il y a eu le Japon à la fin. pas ça à Abu Dhabi. Hein. Oui, mais publiquement, encore une fois, Fred, il est à l'intérieur. Il nous parle lorsqu'on fait l'émission bilan. Mais pour le grand public qui ne regarde pas forcément les pistonnés, et ils sont des milliards manifestement au vu de nos chiffres, tu te dis, tu regardes la F1, tu regardes ta petite course, tu rentres détruire l'émission. tu rentres chez toi, tu te dis, bon, écoute, la course est plutôt bien passée, il y a eu des batailles. Tu vois, encore une fois. Donc, je sais pas, Alpine, quoi. Alpine s'est mis dans la sauce toute seule. Le projet Alpine, les gars. On parlera du successeur de Esteban Ocon dans quelques instants. Le projet Alpine avec une autre annonce qui est arrivée il y a maintenant 15 jours. Déjà avec le départ d'Esteban Ocon et le foutoir, la chienlit, aurait dit le général de Gaulle sur cette saison 2024 d'Alpine. Déjà, où est-ce que ça va? Où est-ce que ce projet sportif va? Vous allez voir, Lucas Demeo s'est exprimé notamment dans les médias avant ce week-end pour rassurer un petit peu tout le monde, éteindre l'incendie aussi. Et puis, on nous a annoncé une éventuelle arrivée
de Flavio Briatore. Regardez le bonhomme, il a 74 ans, il vient de se faire opérer du cœur. C'est un grand monsieur pour le pire et le meilleur de la Formule 1. Un casier judiciaire long comme le bras. Exactement. Alors, on apprend que ce serait une volonté de Luca De Meo, le directeur général de Renault, qui voudrait le placer dans un rôle de conseiller spécial. On ne sait pas s'il serait exécutif ou pas. J'ai entendu sur Canal+ qu'il aurait un rôle exécutif. Il aurait un rôle exécutif, ce qui nous paraît quand même. C'est Jacques Villeneuve qui en parle. Voilà, oui. J'ai rien dit. Non mais si, t'as rien dit. Juste dit Jacques Villeneuve. Oui. L'idée, c'est la mission première, renforcer le contingent d'ingénieurs, notamment du côté de chez Enstone et Viry, mais ça pourrait aussi un petit peu plus loin, et notamment au niveau des pilotes. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, Flavio Briatore, c'est notre enfance, c'est-à-dire 4 titres pilotes, 3 constructeurs, mais surtout le plus grand scandale de l'histoire de la Formule 1, le Singapour Gate. Juste pour terminer, parce que ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, le Corriere della Sera a sorti un article, c'était le 30 mai dernier, qui nous explique ceci. À propos du projet de faire venir Flavio Briatore, Luca De Meo, le directeur du groupe Renault, s'est entretenu avec Flavio Briatore. Les deux Italiens seraient mis d'accord pour inciter Adrian Newey à venir combler le déficit technique chez Alpine, et Briatore accepterait de venir que si un tel engagement est tenable. Ça veut dire que Briatore ne viendra pas, les gars. Ouais, tu sais quoi je sais même pas comment réagir. Je sais même pas comment réagir parce que pour moi là il y a un name dropping. Ah, tu souris et tu passes à autre chose. Mais tu sais, c'est les Corriere della Sera, attention, hein, c'est pas de la presse de caniveau. Non, hein. mais oui, mais bon, je sais, mais du coup c'est trop. C'est lunaire. Là, c'est trop pour qu'en fait j'ai une analyse à sortir là-dessus. Écoute, si ça arrive, ça arrive. Mais tant mieux, tant mieux. En fait, oui. si Luca De Meo aujourd'hui a des ambitions de faire venir un mec qui sait gagner des titres en termes de management et un mec qui sait gagner des titres en termes de dessin. Tant mieux s'il y a ces ambitions-là. Après, Briatore, aujourd'hui, dans quel état est-il ? Tu le disais, au niveau de sa santé, est-ce qu'il est capable de... Voilà, pour ne pas trahir de secret, quand on a vu la news passer, on était au stage FFSA, il y a pas mal de personnes qui sont plutôt implantées, qui disaient... Des journalistes insiders sur la Formule 1. Qui, voilà, ils semblent un peu rôtis, quoi, dans l'idée. Donc, pour te dire, ça a fait rire tout le monde. Mais vraiment. Ouais. Et on en a parlé comme ça, on s'est dit... Si ça fait rire les gens qui sont d'habitude dans les paddocks les Français qui sont d'habitude dans les paddocks, on s'est dit ça doit faire rire le monde entier. Juste quelques déclarations de Luca De Meo parce qu'il a donné une excellente interview à Autocar et je veux votre avis un peu sur le projet justement Alpine. Luca De Meo dit je veux que ce soit très clair. Il n'y a aucune chance que nous abandonnions. Ce n'est pas mon style. Nous ne vendrons même pas une partie de l'équipe. Nous n'avons pas besoin d'argent. J'ai eu des gens qui ont fait des offres à gauche et à droite, puis qui en ont parlé dans la presse, mais nous ne sommes pas intéressés. Ce serait stupide et je ne le ferai pas. Alpine n'est pas à vendre. En tout cas, l'usine d'Enstone non plus. Luca De Meo, qui fait le bilan aussi également des difficultés d'Alpine en ce moment. Lorsque nous avons commencé l'ère hybride, notre moteur n'était pas performant. Nous avions été champions du monde avec Red Bull, mais avec l'hybride, les choses ont mal tourné. Même le moteur que nous avons développé en 2021 avait un désavantage de 2 dixièmes à 1 demi-seconde à chaque tour. Et cette année, nous avons foiré la voiture. Si l'on combine tout cela, nous sommes à 1 seconde et demie de là où nous devons être. Alpine devrait être l'une des équipes de F1 les plus larges d'épaule, car elle bénéficie du soutien du groupe Renault. Je ne pense pas que nous méritons d'être une équipe de premier plan à l'heure actuelle, mais nous ne sommes pas en F1 pour faire du tourisme. Nous devons donc travailler dur. Moi je veux bien, mais travaillons dur avec une équipe... Alors je ne mets pas en cause les qualités de Bruno Famin, il l'a prouvé, mais avec une équipe stable, sereine, compétente, et qui a un projet qui ne se veut pas plus gros qu'il n'est, mais en fait qui prend les choses les unes après les autres. Fred Vasseur arrive chez Ferrari en 2023 et il arrive en faisant l'inverse de ce qu'ont fait tous les patrons de Ferrari jusqu'avant, à savoir être réaliste. Il y a des choses à faire avant de viser le titre. Il y a des gens à recruter, des gens à virer. Il y a une philosophie à adapter, à adopter. Il ne faut pas précipiter les choses et au final, tranquillement, on va construire quelque chose. Zach Brown a la même philosophie. Il a demandé à ses investisseurs d'attendre, mais que concrètement, à partir de la milieu de saison 2023, ça allait aller mieux. Pouf, ça se passe. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des personnes en place qui font les choses sur le long terme. Otmar Szafnauer, on n'arrête pas de nous dire que c'est un pitre, mais en attendant, même lui, on peut même pas le juger parce qu'il a eu 18 mois. Le seul qu'on peut juger, c'est Renault. Chez Renault, l'ensemble de ce projet depuis 2016, c'est Cyril Abitboul qui lui est resté en place un moment. Et en étant resté en place, à partir de la 3e année, il y a eu quelque chose. On a eu des belles choses à partir de là. Sauf que derrière, tout le board a fait que changer. Toutes les bisbilles internes ont fait que changer. À partir de là, où est-ce que tu veux avoir un projet sain ? Luca De Meo a des ambitions magnifiques. Il a les moyens de ses ambitions. C'est parfait. Maintenant, mettons un organigramme en place avec un plan qui soit en interne, qui permette aux gens de travailler sereinement, plutôt que de balancer des effets de com pour, au final, ne faire que régresser depuis 2021.
Comment tu vois le projet sportif de Renault, d'Alpine en Formule 1 à terme? Les déclarations de Demeo me rassurent. Maintenant, moi, je m'appuie plutôt sur les faits. Et les faits, c'est ce que vient de dénoncer Brice. En termes de pilote, t'as perdu Alonso, t'as perdu Piastri, t'as perdu Ocon, Ricciardo. T'as perdu Ricciardo. Après, c'est dans une situation Ricciardo encore. Moi, non, mais il est parti. Oui, mais dans une situation où on savait pas si Renault allait perdurer, etc. Voilà. Donc t'as perdu Alain Prost, décision qu'encore aujourd'hui je ne m'explique pas. T'as perdu Laurent Rossi. Mince. Voilà, écoute, il y a beaucoup de. Il a une victoire à son actif, Laurent Rossi. Oui, pilote de. Qui gagne cette course, j'ai oublié. Esteban Ocon. Le piètre coéquipier, c'est ça? Qui a lutté face à Alonso, qui. D'accord, ok. T'as vu que James. Attends, je vais remettre juste une dernière pastille. T'as vu James Charles ce qu'il a dit sur Esteban Ocon et le problème avec ses coéquipiers? Ce qu'il lui aurait dit le soir à Monaco? Je t'écoute. Il dit. Ah oui, faut pas. Voilà, bon. C'est juste pour la vanne. Faut pas. Oui, faut faire en sorte de ne jamais toucher ton coéquipier. Non, mais il a raison, factuellement. Mais il y a eu une erreur encore une fois. Il a commis une erreur. Mais voilà, c'est ce cher Esteban, piètre coéquipier Ocon. Sûr que Perez a pas de problème avec Verstappen où il est sur la piste. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ça s'est mal passé avec Perez. Mais les deux étaient côte à côte et Ocon n'était pas toujours, pour ne pas dire. Enfin, c'est 50-50 plus ou moins en termes de respect. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo de Pierrot, qui est revenu justement sur tous les incidents. Est-ce qu'on s'est trompé sur Esteban Ocon? Où il revient factuellement sur tous les incidents depuis le début de sa carrière. Perez, Ricciardo, ça s'est bien passé. Alonso, ça a commencé à se corser lorsque Alonso a lancé son départ. C'est ça. Donc voilà. Il paye l'accrochage et le sourire qu'il a avec Verstappen depuis 2018. Point. Point, c'est tout. Bref. Il paye ça, il paye cette insolence, paye la stupidité de cet accrochage-là, et ça le suit. Vraie question de Frédéric Ferret, est-ce qu'il s'est passé au Canada la FP1 pour Jack Doohan? Sanction ou c'était prévu dans le plan? On ne le saura jamais, mais... Moi, je pense qu'on le sait, Hamza. Moi, je pense que c'est une sanction pour Esteban Ocon. Encore une fois, on ne sait pas. Ouais. Parce que c'est le seul pilote rookie. Ne disons pas ce qu'on sait pas. D'habitude, les rookies, souvent, tu les vois sur les mêmes... Là, on peut commencer à deviner quand même, parce qu'on nous a expliqué que justement, Alpine s'est penché sur le cas juridique et que c'est carrément, paraît-il, les conseillers chez Mercedes de Esteban Ocon qui ont dit attendez les gars, là, vous pouvez pas faire ça. Paraît-il. Encore une fois, paraît-il. Ça a été écrit dans l'équipe, qui est un journal de grande qualité avec un journaliste qu'on aime beaucoup. Pour le remplacer? Allez, on y va. C'est quoi les options? On referme la page Esteban Ocon. C'est quoi les options pour Alpine désormais? Je vous ai mis une liste, regardez. Juan Yu Zhou, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Jack Doohan, Victor Martins. On a eu l'occasion de parler avec Fred Ferret, qui le dit d'ailleurs dans F1 Nation. Il dit aujourd'hui la grande cote, ce serait Juan Yu Zhou, parce qu'il y a Geely qui est une entreprise chinoise qui soutient Juan Yu Zhou, qui est associée désormais à Alpine. Ils ont monté un joint de venture ensemble pour notamment toute la fabrication des éléments d'hybridation, on va dire, du moteur. Voilà, grosso modo. Ok. Moi, quand je vois cette liste, je me rappelle juste qu'en 2022, ils se tâtent pour signer Alonso au Piastri. Quand tu vois cette liste, sans faire offense à qui que ce soit, et surtout pas aux jeunes étoiles montantes, mais juste en fait parce qu'elles n'ont pas encore de cote réellement par rapport à leur expérience, c'est tombé bien bas quand même quand ta liste elle est là, quoi. Quel manager de Jack Doohan? Flavio Briatore. Ok. Parce que au final, mais il viendra pas, t'as vu? Non, mais si tu perds Ocon, que tu le remplaces par un jeune, ça a du sens. Si tu perds Ocon, sans manquer de respect à aucun des pilotes que l'on a vu, un Bottas en fin de parcours, un Guan Yu Zhou qui est en difficulté, ou un Mick Schumacher qui n'a pas prouvé en F1, et toujours pas en WEC, hein. Tu baisses en gamme de pilotes, mais est-ce que tu mérites mieux? Ce qui se dit, c'est que Mick Schumacher ferait le forcing pour rentrer. Ce serait pas forcément un candidat dans la liste, mais lui ferait vraiment un forcing très important. Et après, la question, moi, j'ai envie de vous poser, il y a deux rookies, enfin, deux membres en tout cas de l'Académie Renault, Jack Doohan, Victor Martins. Mis à part l'argument que tu as donné sur Flavio Briatore, je ne comprends pas pourquoi on parle pas plus de Victor Martins. Parce quand je vois le passage de Jack Doohan, les 3 ans en F2, je me pose la question. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, Victor, Enfin, je peux manquer de respect, hein, mais le championnat de F2 il se passe bien. Non, mais c'est indépendant de ses... ça paye sa monoplace, mais en soi, factuellement, tu vas regarder... Isaac a payé sa monoplace l'année dernière. Voilà, c'est ça. En F1, non? Oui, mais c'est l'inverse, c'est l'année 2. Oui, mais après, je dis pas que c'est la faute de Victor, mais en tout cas, il n'y a pas les points, je veux dire. Moi, je pense en tout cas qu'aujourd'hui, Alpine n'a aucun intérêt à se précipiter pour annoncer une officialisation. Ah bah non, parce que dans tous les cas, en fait, ils n'auront pas un choix droit. Donc, autant attendre. Oui. Et Sébastien Vettel? Ouais. Histoire d'avoir un champion du monde et faire un peu marketing. Je vends des bagnoles. Une émission sérieuse. Non, mais je le rabattrai à chaque fois. Non, mais moi je le vois plus chez Audi avec la volonté d'Audi de faire oublier le Dieselgate de Volkswagen avec un côté hey, regardez, on a signé un pilote qui est vraiment à fond dans les enjeux écologiques plutôt que chez Alpine. Pour moi, si Vettel revient, c'est chez Audi. Ou chez Red Bull à la place de Perez. Oh,
Quelqu'un a signé un contrat ? C'est bizarre. Allez voir le débrief si vous n'avez pas eu l'info. Là encore, il y aurait eu des belles choses. Voilà les amis, en tout cas, pour eh bien ce sujet, on termine cette vidéo avec une interview. C'est l'un des candidats peut-être au bac justement de l'Alpine. Victor Martins, on a eu l'occasion de le rencontrer lors du stage FFSA. On fait le point sur sa saison. On fait le point aussi également sur son avenir et il a des réponses sans détour. Franchement, une très très bonne saison. Comme tu l'as dit, je pense que c'est on finit fort sur vraiment des très bons résultats, des très bonnes courses, des très bonnes gestions de pneus en rythme de course, des très bonnes qualifs. J'avais eu le record de pole avec Biermann qui était de 3. Enfin, je veux dire, la perfo était tout le temps là. J'avais tout le temps vraiment la voiture pour me bagarrer devant. Après voilà, il y a eu des petites erreurs qui font que ça a compliqué la saison. Après, franchement, j'ai pas de regrets. Si j'ai fait ces erreurs-là, c'est que je devais les faire, je devais apprendre certaines choses. Et après, c'est comme ça. Je pense que cette saison, cette saison, c'est vrai que ça démarre pas forcément comme on le voulait. Mais j'apprends de ça, j'apprends de la perfo qu'on avait l'année dernière, qui était un réel plaisir forcément. Mais là, je suis passé à la suite. C'est pas parce que je me dis j'aurais pu, si jamais, avec un bon début de saison dernier, de me battre pour le titre. Non, je pense pas comme ça. C'est plus, je saisis les opportunités, j'essaye d'apprendre de mes erreurs et de renforcer tout le package que j'ai. Et c'est vrai que ART et avec moi, on est un peu en difficulté avec la voiture. C'est la raison. C'est pas autre chose. Les pneus, c'est les mêmes. J'estime que je suis le même Victor que l'année dernière. Donc là, non, c'est simplement de rester calme, d'essayer de comprendre. Mais c'est vrai que la compréhension de la voiture n'est pas... on va dire, on n'a pas la meilleure compréhension de la voiture. On n'arrive pas à travailler avec autant qu'on le voudrait. Et forcément, ça rend un peu les performances un peu moins bonnes. Mais j'estime qu'on va être de retour. Je suis hyper confiant. Cette saison ? Oui, cette saison, parce que de toute façon, j'estime que je vais pas en avoir 15 000 de toute façon, des saisons en F2. Mais franchement, j'y crois. Je suis hyper confiant, je vois pas pourquoi ce que j'ai montré l'année dernière, je suis pas capable de le montrer cette année. Que ART, ce qu'ils ont montré l'année dernière, ce qu'ils m'ont donné comme voiture, ils sont pas capables de me le donner maintenant. Ils ont toujours été au top avec quelconque voiture, quelconque catégorie. Je pense qu'il faut juste un peu de temps, c'est une question de temps jusqu'à ce qu'on revienne. Monaco, ça s'est plutôt très bien passé en perfo, je parle. Après, en termes de points marqués, non. Mais parce après, on a aussi des aléas un peu extérieurs. J'ai un problème à Bahreïn, j'ai une transmission qui casse à Imola, qui rend la qualif plus difficile. Là, j'ai 2 problèmes mécaniques au départ. Enfin, c'est une saison compliquée, faut l'accepter, faut être réaliste, il faut savoir sur quoi on doit travailler et trouver le bon setup de la voiture et moi aussi parce que j'ai une responsabilité dans la voiture de faire au mieux avec ce que j'ai et pas forcer les choses. Bien évidemment, il y a des moments où je suis frustré, énervé d'être derrière, mais c'est pas en forçant et en surpilotant qu'on va être de retour devant. De reprendre confiance, franchement, bien sûr il y a des objectifs, c'est toujours de gagner le titre, j'y crois toujours, c'est pas parce que j'ai 50 ou 60 points de retard que c'est pas possible. Après par contre c'est pas dans ma tête, c'est pas ce que je pense tous les jours, c'est pas ce que je pense sur les week-ends de course, mais par contre ça a toujours été le même objectif, mais j'ai envie de dire ce qui est dans ma tête c'est trouver des solutions, d'avoir une bonne communication, bien travailler avec l'équipe, qui me comprenne, que je sois précis et clair. Et qu'on ne s'éparpille pas, qu'on arrive à vraiment pointer les problèmes actuels et de les améliorer. Et après, je suis certain qu'on va revenir aux avant-postes et l'objectif c'est de reprendre confiance, de refaire des résultats, de faire des qualifs comme j'ai fait à Monaco, parce que ça va redonner confiance à ART aussi et à moi-même. Donc c'est ce genre de choses. Je suis souvent au simulateur, j'apprends
Voilà, j'apprends comment travailler avec des ingénieurs au simu, d'apporter des évolutions, on va dire avec ce que j'ai au simulateur entre mes mains, dans la mesure du possible, et d'avoir une bonne communication, de donner des bons retours, de montrer mes valeurs, de ce que je peux emmener à une équipe, de montrer comment je roule et mes points forts, et après de continuer à travailler, de créer une relation avec les ingénieurs, avec les boss avec qui je travaille, et de créer un lien, d'être prêt à si jamais il y a un baquet à un moment donné, j'y vais et j'ai l'opportunité, mais je sais pas, pour l'instant j'ai pas d'essai libre, ça il y en a vraiment pas de prévu. J'aimerais bien forcément personnellement d'en faire, mais si c'est le cas, ça sera parce que les résultats sont présents et ils estiment que je le mérite, donc on verra bien. Forcément, ça serait mentir si je pense pas à 2025, à où je peux aller, quelles sont les opportunités. Après, j'estime que ça va pas me faire aller où j'ai envie d'aller, juste d'y penser. Faut agir, faut réagir, et faut faire les bonnes choses au bon moment. Et aujourd'hui, c'est juste de reprendre confiance, de se reconcentrer sur les bonnes choses, regagner, refaire des pôles. Et c'est ça, justement, qui va me permettre d'avoir ce que je veux en 2025. Après, ce que je veux, je suis honnête, c'est de rouler chez Alpine, rouler en F1, et dès l'année prochaine. Et voilà. Après, j'estime que Alpine, ils me font vraiment confiance. Ils remettent en aucun cas en question mon début de saison et mes performances. Donc, franchement, on a un lien très, très, très fort et très proche. Je pense que je suis dans l'état d'esprit où non, c'est que Formule 1. Je pense qu'à ça, parce que je sais que c'est possible, que j'ai les personnes autour de moi, j'ai Alpine derrière moi, j'ai mon management personnel à fond derrière moi aussi, et qui me donne le meilleur package possible. Et en tout cas, j'ai entre mes mains en tout cas les outils pour le faire. Et d'un côté, je me dis que ça m'aide à enlever un peu de pression, de me dire que je pense que je suis à un stade de ma carrière où oui, si jamais la F1 ne marche pas, je peux aller en FE, je peux aller en endurance, et finalement tout ce que j'ai fait depuis le début de mes 12 ans quand j'ai commencé le karting, de l'investissement qu'ont fait mes parents et toute ma famille, en fait est pas mis à la poubelle. C'est-à-dire que pour moi, je considère qu'il a déjà payé. Déjà d'être en Formule 2, c'est déjà énorme, et de pouvoir avoir cette opportunité, c'est déjà ouf. Donc je pense que je m'enlève une certaine pression comme ça, même si bien sûr mon rêve, mon objectif, ça a toujours été la F1, et c'est sûr que j'ai que ça dans la tête. Voilà pour l'interview de Victor Martins. On lui souhaite une très bonne saison. On espère qu'il puisse bien avoir sa chance, pourquoi remonter. De remonter, et pourquoi pas monter même dans le baquet de l'Alpine. Il était en test d'ailleurs juste après qu'on l'ait vu. Il a dit que rien n'était prévu pour lui. C'était peut-être une surprise, mais il a roulé avec Kouchmaini du côté de l'Autriche dans l'A522, la voiture de 2022. C'est fou quand même. Kouchmaini paye un test et du coup ça permet à Victor de tester la voiture. C'est exactement ça. C'est important de le dire. En fait, on n'a pas d'infos, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de test de prévu. Il n'y a pas de test de prévu. Et du coup, en fait, le pilote payant paye le test, et ça permet à l'écurie de venir faire tester le pilote qui n'est pas payant. Rappelez-vous, Théo Pourchère en Hongrie. Oui, qui avait payé? C'était oui, tu sais, le meilleur pilote de l'histoire de la F2. Raghunathan. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, exactement. Je sais plus si c'est exactement ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Raghunathan. Ou Daruvala. Non, on les confond pas. Non, c'est pas Daruvala. Parce qu'on avait un peu rigolé avec ça il y a longtemps. C'était comme ça. Voilà les amis, en tout cas pour ce débat. Vous nous dites. C'était comme ça. C'était comme ça. Vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé bien sûr de tous ces sujets. On veut vos avis. On veut continuer le débat aussi avec vous sur les réseaux sociaux et en commentaire. Et n'oubliez pas que cette émission est disponible aussi en podcast audio. Si vous voulez pas voir nos têtes, ça peut être un avantage. Et on salue tous ceux qui sont sur les routes et qui nous écoutent. Justement, salut les gars.